cofondatrice de Lita.co et de l'application Rift. Elle œuvre pour une finance transparente, accessible et alignée avec les enjeux sociaux et écologiques. Ancienne présidente du mouvement Impact France, elle a écrit notamment Une économie à nous et le podcast Loin des yeux, loin du Caire. Je vous demande d'accueillir Eva Sadoun. Bonjour, bonjour. Hop. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne vais pas vous parler nécessairement des outils, des ménages, etc. On va essayer de prendre un petit peu de recul aussi sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui la rénovation énergétique et les enjeux de transition écologique des bâtiments n'est pas au cœur nécessairement des engagements des acteurs financiers, des acteurs publics, du grand public aussi. Et je vais revenir déjà sur mon parcours et j'espère que ça vous inspirera. Alors, j'ai choisi cette photo pour une raison simple et que je viens d'avoir un bébé il y a 5 mois, mais aussi parce que pour moi, l'enjeu essentiel, c'est l'enjeu de protection des individus et des enjeux de vulnérabilité qui aujourd'hui ne sont pas adressés par le grand public. Moi, à la base, mon objectif, c'était de répondre à la crise des marchés financiers. J'ai eu mon bac en 2008, vous voyez, donc ça me rajeunit ou ça me rajeunit pas, on voit les choses comme on veut. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la finance avait un rôle fondamental dans la structuration de notre économie et de nos choix politiques. Et plutôt que de m'engager en politique ou de m'engager auprès des grandes entreprises, j'ai souhaité innover. Parce que j'ai réalisé un peu comme, j'imagine certains d'entre vous qui s'engagent pour la rénovation énergétique, qu'on était très loin de voir ces changements arriver et que si on voulait voir des changements concrets arriver et montrer que c'était possible, il fallait créer nos solutions, il fallait créer nos micro-utopies. Et j'ai démarré par la création d'une première entreprise qui s'appelle Lita.co, dont je parlerai après, qui apporte aussi des solutions au financement de la rénovation énergétique. Cette entreprise, son objectif, c'était d'adresser les 3 problèmes du secteur financier. Le premier, c'est son opacité. On parlait tout à l'heure de l'épargne qui est mobilisable en faveur de la transition énergétique. Il faudrait déjà que les gens comprennent comment utiliser leur épargne pour qu'ils puissent se mobiliser pour que cette épargne puisse servir à la rénovation énergétique. Donc, travailler sur cette opacité. La deuxième chose sur laquelle je voulais travailler, c'était l'allocation de ces fonds vers des projets plus écologiques et sociaux. Et le troisième, c'était de rendre accessible finalement la finance et l'épargne auprès du grand public. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas nécessairement un patrimoine supérieur à 1 500 000 €, on vous package un peu, on vous donne des produits un peu du quotidien, un peu tous les mêmes, sans vous donner réellement une vision de leur allocation. Donc on a créé cette plateforme d'investissement dont je vous parlerai juste après. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. On s'est dit comment on permet aux gens de mieux comprendre la manière dont leur argent, dans leur globalité, est redirigé. Donc, on a créé un outil qui s'appelait Rift, qui existe toujours, qui maintenant va appartenir à une ONG parce que le but, c'est que ce soit un outil public. Et cet outil-là, il permet de comprendre les impacts carbone, les impacts sur la biodiversité de l'épargne et surtout de comprendre concrètement comment est investie cette épargne. Alors, on a créé toutes ces solutions-là, puis on a réalisé finalement que ça ne suffisait pas. Si la loi ne changeait pas, si on n'avait pas une forme d'homogénéisation aussi de la loi, on n'arriverait pas à avoir une émergence d'une économie réellement écologique et sociale. C'est pour ça que j'ai pris la présidence du mouvement Impact France, dont je vous parlerai après, qui réunit les acteurs de l'économie engagée et qui a pour objectif de défendre des normes plus écologiques, plus sociales pour créer en fait une compétitivité qui n'est pas basée que sur le prix, une compétitivité qui est écologique et sociale et qui est la condition un peu sine qua non que notre économie effectivement tende vers des objectifs plus sociaux et écologiques. Et puis après, tous ces engagements politiques, j'ai décidé plutôt de revenir un petit peu dans la recherche, dans la transmission. Voilà, c'est approprié. Et j'ai travaillé effectivement sur un podcast et en ce moment, je travaille sur un livre qui définit ce que pourrait être une économie réellement sociale et écologique, qui serait une économie du care. On y reviendra après. Alors, pourquoi le care? Pourquoi, en fait, finalement, je retravaille maintenant là-dessus, sur cette question de prendre soin? Et parce qu'on le voit notamment, et la question de la rénovation énergétique, elle pose cette question-là. Quelle est réellement l'utilité de notre économie? Quelle est concrètement l'utilité de notre système financier?
Et c'est pour ça qu'il faut se reposer la question du prendre soin. Je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, c'est Joan Tronto, c'est une politologue américaine féministe qui a écrit de nombreux livres, dont un que je vous conseille qui s'appelle Un monde vulnérable et qui part du principe que notre économie est basée sur un ethos de performance, sur le fait que l'humain doit être performant, que notre économie ne tient que par notre individualité et finalement met de côté le fait que nous sommes interdépendants et que si nous souhaitons avoir une économie qui est réellement écologique et sociale, il faut reconnaître notre vulnérabilité pour adresser la vulnérabilité de nos systèmes. Et qu'une des raisons pour lesquelles on n'adresse pas la vulnérabilité de nos systèmes, comme j'ai envie de vous dire la vulnérabilité de nos bâtiments, c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître que nous sommes faillibles, que nous sommes vulnérables. Donc c'est cette autrice qui a du coup monté derrière tout un projet politique autour de la vulnérabilité. Je vous conseille ce livre qui est très inspirant. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment envie de remettre en question nos modèles économiques et la manière dont notre écosystème politique et économique est réellement constitué. On essaie un peu de mettre sous le tapis. On essaye de se dire comment on fait pour que le monde continue à fonctionner comme il fonctionne, mais en remplaçant en fait des énergies fossiles par des énergies vertes, en essayant de substituer finalement, de greenifier nos manières de faire sans se dire que ça pose un problème concrètement de redéfinition de nos systèmes économiques. Alors que les besoins, ils sont là. Aujourd'hui, c'est l'ADEME qui les évalue, ils sont entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Cet argent, il existe. J'ai vu effectivement que vous avez eu différentes conférences sur les besoins d'investissement, etc. Et que tout ça a déjà bien été évalué. Que effectivement cet investissement, il se trouve dans l'épargne notamment. Je ne sais pas si on vous a donné les chiffres, mais aujourd'hui, c'est plus de 5 500 milliards d'épargne. Alors, j'ai entendu dans la conférence d'avant, je ne sais pas si vous y étiez, que l'épargne ne dort pas vraiment. Ça, c'est une question à se poser, ça se relativise. Parce que l'essentiel de l'épargne aujourd'hui, à peu près 3/4 de l'épargne est placée sur des marchés dits secondaires. Donc c'est aujourd'hui de l'argent qui tourne en vase clos, mais qui n'est pas nécessairement investi dans l'économie réelle. Il y a aussi une grosse partie de l'épargne qui est placée auprès des acteurs publics, qui est souscrit en actions, en obligations, etc., mais qui n'est pas nécessairement redirigé aussi vers des projets d'économie réelle. Donc c'est une question qui se pose. Alors que pourtant, notamment si on voit sur la question des bâtiments, on parle du secteur à la plus forte émission. Et plutôt que de démultiplier les campagnes de petits gestes, pourquoi finalement ne pas s'adresser à ce problème majeur ? Parce que est-ce que c'est réellement une question d'outils ? Est-ce que c'est une question de vision politique ? Aujourd'hui, moi, le problème que j'ai analysé depuis toutes ces années, que ce soit en recherche, que ce soit en plaidoyer, etc., c'est très simple finalement. C'est que la finance n'est pas constituée dans la manière dont elle fonctionne aujourd'hui pour réellement financer des projets à forte utilité écologique ou sociale. À la fin des années 80, donc la fin des années 80, ça marque une forte période de crise économique et de début de décroissance de notre système économique, du fait des chocs pétroliers, etc. La finance, avant les années 80, elle avait vraiment cet objectif, finalement, de rediriger l'argent pour créer de l'industrie, pour créer de l'activité économique. Et finalement, elle est face à une période de décroissance. Et plutôt que de se dire, on va essayer de réinventer les modèles et voir comment cette économie pourrait repartir en prenant en compte ces nouvelles contraintes, qui étaient à l'époque des contraintes du secteur pétrolier, la finance met en place tout un système pour pouvoir recréer du retour sur investissement sur l'économie grâce au secteur financier. On appelle cette phase-là, à partir des années 90, la phase de financiarisation. Et quand avant les années 90, 1 euro investi allait dans l'économie, aujourd'hui, quand vous investissez 1 euro, c'est uniquement un quart de cet euro, 25 centimes, qui va réellement dans l'économie. Parce que depuis les années 90, cette phase de financiarisation a fait que la finance a grossi, des intermédiaires se sont créés, des marchés secondaires de plus en plus spécifiques se sont créés pour pouvoir créer finalement un rendement, pour pouvoir apporter du rendement dans les produits financiers, pouvoir aussi massifier la détention de ces produits financiers auprès du grand public. C'est là que émergent les fonds de pension, c'est là que finalement les personnes commencent à épargner de plus en plus. Et la finance, du coup, doit toujours promettre de plus gros retours, tellement elle est intermédiaire pour permettre aux gens finalement d'avoir une épargne qui est une épargne liquide et qui est une épargne à fort rendement. Donc moi, mon point, c'est tant qu'on ne remettra pas en question le fonctionnement même de systèmes financiers, je suis désolée, mais je pense qu'on aura des difficultés à finalement adresser des problèmes de long terme comme le problème de la rénovation énergétique. Et ceux et celles qui vous disent oui, mais en fait on peut avoir autant de performances écologiques que de performances financières, je vous avoue, pour analyser le système depuis une dizaine d'années, je me rends compte que ce n'est pas nécessairement possible et que ça nécessite une redéfinition
définition. Donc la première chose, ça pourrait être d'avoir des circuits plus courts. Parce que la finance étant un secteur très intermédiaire, vous imaginez, pour pouvoir donner 5% à quelqu'un, il faut que l'économie réelle puisse générer 15, 20, 25% de croissance. Parce qu'il y a tous ces intermédiaires à payer il y a tous ces intermédiaires à payer. Il y a toute cette structure financière aussi à faire rémunérer. Donc déjà, créer de plus gros circuits courts de l'investissement, c'est une chose. Également, de diminuer l'impact des marchés secondaires. Donc les marchés secondaires, c'est là où s'échangent les actions. Mais ce n'est pas un marché qui finance directement l'économie réelle. Ça peut être aussi une réponse. Le fait d'avoir aussi des produits qui sont directement dédiés aux projets écologiques et aux projets de rénovation. On y reviendra ensuite. Mais je pense que c'est déjà la première chose à avoir en tête. Alors, je me suis amusée avec Midjourney. Je sais que ce n'est pas très écologique, mais voilà, j'aime bien m'amuser avec Midjourney. Alors, pour répondre à ces soucis, moi, ma première aventure entrepreneuriale, c'était Lita.co. Alors, Lita.co, je ne sais pas si ça va lancer là. Ouais, super. Lita.co, c'est une plateforme d'investissement qui permet de rediriger l'épargne vers des projets de transition écologique et sociale. Voilà, loin des marchés financiers, dans la mesure où on essaie de sortir des marchés cotés pour pouvoir recréer un impact réel de l'argent vers un projet d'économie réelle. Alors, sur la plateforme, les personnes peuvent investir dans vraiment toute forme d'entreprise, que ce soit des TPE, PME, ETI, des projets d'immobilier social, des projets de rénovation énergétique, des projets de production d'énergie renouvelable. Ça peut être également des entreprises qui souhaitent se décarboner, qui émettent des obligations vertes. C'est des produits qui permettent d'aider l'entreprise à se décarboner. Voilà, vous avez accès sur cette plateforme, même des startups en fait, qui créent des innovations technologiques pour répondre à des problèmes socio-écologiques. Vous avez aussi des coopératives qui repensent nos moyens de production, etc. Bientôt, vous allez pouvoir investir dans une entreprise aussi française assez connue qui permet de relocaliser la production d'une partie de notre industrie. Donc voilà, l'objectif de la plateforme, c'est de se dire, si la finance traditionnelle n'est pas capable de financer ces projets innovants, on va recréer de nouveaux circuits. Parce que s'il y a un truc dont on a conscience et dont on est sûr, c'est que pour le coup, les citoyens ont envie de financer ces projets-là, mais n'ont pas nécessairement accès aux outils. Et cet outil-là, c'est un outil, mais on peut aussi en imaginer d'autres qui permettraient de financer directement les projets des ménages, etc. Alors là, j'en appelle à votre talent d'innovation, d'acteur du secteur aussi pour, si voilà, l'offre n'est pas là, j'ai envie de vous dire, créons-la, le temps que nos politiques s'y intéressent. Donc ça, c'est effectivement une de mes premiers bébés, finalement, entrepreneurial. Et ensuite, on a effectivement réfléchi à comment on passe une nouvelle étape, comment on adresse le problème d'un point de vue des politiques publiques. Et souvent, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Voilà, on a le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts qui est censé allouer une grande partie. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est le fonds d'épargne ? On lève la main quand on sait. Ça part quand on ne sait pas, c'est pas intuitif. Ah voilà. Alors le fonds d'épargne et la Caisse des dépôts aujourd'hui, il faut savoir que les livrets, le livret A et le livret développement durable et solidaire, j'imagine que vous devez en avoir toutes et tous au moins un livret A. Cet argent-là est centralisé, c'est-à-dire qu'il est géré en partie par la Caisse des dépôts qui est la banque publique. Avec cet argent-là, la Caisse des dépôts est censée financer le logement social et tout l'immobilier vert, disons. Et la rénovation énergétique en fait partie. C'est à peu près 50% en moyenne. Parfois, ça peut être 90%. Ça dépend de la banque dans laquelle vous êtes. Avec cet argent, qui représente quand même des centaines de milliards d'euros, c'est des encours énormissimes. Les particuliers, en gros, quand ils souscrivent à un livret A ou un livret développement durable, ils se disent... Bon, livret A, c'est le logement social, livret développement durable, c'est du développement durable. Donc, ils pensent que c'est 100% de cet argent qui va aller à la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On parle entre 20 et 30% de cet argent-là. C'est déjà quelque chose. Et du coup, cet argent-là, il est centralisé auprès du fonds d'épargne qui est géré par la Caisse des dépôts. Sauf que la Caisse des dépôts, avec tout cet argent, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les dirigeants de la Caisse des dépôts. À un moment, on a mené une grande campagne nationale parce que les particuliers disaient que c'était un vrai cas de greenwashing. Finalement, on nous vend un livret de développement durable. C'est comme quand on nous vend une carotte bio, on ne se dit pas « il n'y a que la tige qui est bio ». On se dit c'est un livret de développement durable. Donc, dans sa globalité, ça finance le développement durable. Et finalement, quand on adresse ce problème auprès de la Caisse des dépôts, ils nous disent qu'il n'y a pas de projet. Et quand on va du côté des projets, ils nous disent qu'il n'y a pas de financement. Et finalement, ce problème de match, c'est que l'offre financière n'est pas structurée de la bonne manière pour répondre à cette demande.
et on n'innove pas suffisamment. Alors nous, on a défendu notamment avec l'ITA, avec les acteurs de la finance durable, avec le mouvement Impact France dont je vous parlerai après, plein de dispositifs qui permettent de penser une manière différente de financer ces projets de transition écologique. Mais pour que cette vision-là puisse être portée, il faut que les acteurs finalement de la transition écologique des bâtiments, les acteurs qui portent cette vision, puissent se regrouper pour la porter collectivement auprès de l'État. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que c'est pas le MEDEF ou la CPME aujourd'hui qui porte ce sujet-là auprès de l'État. Et que je pense qu'aujourd'hui, il faut de plus en plus de micro-syndicats de niche, c'est-à-dire de vous regrouper en secteurs avec une vision écologique pour défendre des enjeux très spécifiques. Par exemple, on a vu dans la mode, ça a super bien fonctionné. Il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle En Mode Climat, qui fait partie aussi du mouvement Impact France. Donc ces acteurs-là font partie de mouvements syndicaux plus larges, mais en fait ils se sont regroupés et derrière ils ont défendu des politiques publiques contre la fast fashion, et ça, c'est des campagnes qui ont très bien fonctionné et qui ont fait qu'il y a eu une loi récemment qui est encore en discussion là, avec pas évident aussi de naviguer avec le changement de gouvernement toutes les 5 minutes, mais en tout cas qui est censé passer, qui permettrait de limiter effectivement la distribution de la fast fashion en France. Donc là voilà, moi je vous invite très clairement à vous engager collectivement et à créer votre niche syndicale et à pousser ça auprès du grand public. Alors on pourrait imaginer effectivement plein de dispositifs qui permettraient de pallier à ce problème d'allocation des financements. On pourrait penser à des incitations fiscales très spécifiques. Nous, avec le mouvement Impact France, on s'était beaucoup battu pour des bonus-malus écologiques et sociaux. C'est-à-dire, on définit des critères, on se dit il faudrait atteindre tel scénario de transformation écologique, tel impact, etc. Et en fonction de l'atteinte de ces impacts, fiscalement, vous êtes avantagé ou désavantagé. Pour ça, ça nécessite déjà que ces impacts soient évalués. Donc ça a été rajouté dans la loi depuis 2 ans. Maintenant, les entreprises doivent publier leur bilan carbone et leur plan de transition. Donc des entreprises d'une certaine taille. Mais maintenant, il faut passer à la phase de l'incitation. Donc maintenant, on publie ça, mais quel est l'avantage réellement fiscal ? Sauf que ce qui bloque aujourd'hui beaucoup, c'est que pour beaucoup d'acteurs syndicaux traditionnels dont j'ai partagé les tables quand j'étais présidente d'Impact France, le problème, c'est que l'incitation limite, pour certains, la liberté d'entreprendre. Sauf que quand on est entrepreneurs sociaux ou écologiques comme moi, c'est-à-dire qu'on développe des entreprises qui répondent à des problèmes écologiques, on voit plutôt ça dans l'autre sens. On se dit que le libre marché est une vraie contrainte à l'entrepreneuriat écologique et social, dans la mesure où nous, comme quand vous rénovez de manière durable, vos matériaux vous coûtent plus cher, les analyses, toutes les analyses écologiques vont vous coûter de l'argent et vont ralentir vos projets, etc. Donc vous êtes vous-même face à ce marché soi-disant libre dans une situation qui est délicate. Donc on se bat pour ces bonus-malus écologiques et fiscaux, pour un changement de réglementation, pour des innovations financières aussi. Ça, c'est un petit peu le souci, c'est qu'il y a peu d'innovations financières. Par exemple, on pourrait imaginer, nous on se bat beaucoup en ce moment pour des garanties quand les particuliers épargnent dans des projets de rénovation énergétique, s'ils sont dans une situation financière délicate ou si le projet finalement... l'entreprise qui porte ces projets de rénovation dépose le bilan, qui est une forme de garantie d'État, parce que quand on investit dans la rénovation énergétique, finalement, on réduit l'empreinte CO2 de la France, donc on a un impact en matière d'intérêt général, donc ça devrait être soutenu par l'État. Voilà, c'est cette logique en fait, qu'on essaye d'insuffler auprès des politiques publiques. Également, un des gros problèmes qu'on analyse, et je pense que c'est un des problèmes que vous avez aussi sur la rénovation énergétique, et quand on l'a défendu, on l'a constaté, c'est que l'innovation écologique, qui n'est pas une innovation de rupture, ça veut dire qui est très technique, etc., n'est pas considérée comme de l'innovation au niveau de la réglementation européenne. Ça paraît rien, mais en fait c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a plein de dispositifs de recherche et développement, plein de dispositifs de soutien, dont une rénovation qui n'est pas considérée comme une innovation de rupture ne va pas nécessairement être valorisée. Donc vous n'allez pas avoir nécessairement le droit à plein de dispositifs auxquels ont droit des acteurs qui font de l'innovation de rupture, qui à certains endroits est très utile, mais à d'autres, pas nécessairement toujours. Enfin, qui n'est pas nécessairement redirigé vers l'intérêt général. Donc on s'est beaucoup battu, on continue à se battre pour une redéfinition de ce qu'est l'innovation, pour intégrer l'innovation écologique et sociale comme étant une innovation de rupture et donner accès à tous ces dispositifs aussi aux acteurs qui font de la rénovation écologique.
Donc voilà, donc ça, c'est la petite pub pour le mouvement, mais c'est pas pour vous dire de rejoindre forcément le mouvement Impact France. Si vous souhaitez le faire, vous êtes les bienvenus. Surtout qu'il y a une commission sur les bâtiments et la rénovation énergétique, mais c'est pour vous dire que finalement, c'est le collectif et c'est vous engager collectivement avec les acteurs qui portent votre vision qui vous permettra, je pense, aussi d'avoir accès à de nouveaux dispositifs. Donc ça, moi, j'invite à cette forme de conscientisation politique des acteurs économiques parce qu'en fait, si on ne se conscientise pas politiquement, si on se dit que non, on est en dehors de la société, bah, très sincèrement, je pense que sur des sujets comme la transition écologique, énergétique, eh bien, on n'arrivera pas à grand-chose, sachant que ce sont des sujets d'intérêt général. Et qu'en plus, il y a je me suis amusée à imaginer que Keynes, aujourd'hui, avait... c'est pour un peu créer voilà, des... Hop. Je me suis imaginé que Keynes, aujourd'hui, s'il était vivant, il dirait de monter un vrai plan à la transition écologique qui permettrait de recréer de l'emploi, qui permettrait de recréer de la croissance. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui nous manque, c'est ça. C'est un vrai plan. Parce que penser ce sujet par à-coup, ça veut dire d'un ménage à l'autre, d'un petit projet qui se décarbone à l'autre, c'est pas adresser le problème massif de la rénovation du parc immobilier qui représente, encore une fois, le premier levier d'impact en France. Donc, il faut défendre ça. Il faut défendre cette vision qu'une rénovation de masse, c'est de la neutralité carbone, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire, c'est de la création d'emplois dans un moment où, en termes de perspective économique, on n'en a pas beaucoup. Et ça a été évalué, hein, d'ailleurs, même par... c'est toujours marrant, parce que moi, je cite souvent les rapports du gouvernement, pas parce que je suis pro-gouvernement. Je cite les rapports du gouvernement parce que c'est bizarre de pondre des rapports et finalement de ne pas avoir des politiques derrière qui permettent de répondre à ces enjeux. Bon. Donc du coup, moi, je vous conseille d'utiliser ces chiffres-là parce que c'est les chiffres qui viennent eux-mêmes des acteurs économiques au plus proche du gouvernement. Et en fait, ce qui bloque finalement, et c'est sur ça que je voulais clôturer pour prendre un petit peu de hauteur, c'est que valoriser les projets de rénovation énergétique aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement dire qu'ils auront la même performance économique, mais c'est finalement valoriser un projet de société et mettre au premier plan la santé, le bien-être et l'utilité de notre secteur économique. Et je pense que c'est autour de ça qu'il faut se battre parce que si on négocie outil par outil, si on est constamment dans la preuve, en fait, la preuve, elle existe, vous voyez. Les plans, ils ont été pondus par France Stratégie, la vision, elle a été pensée par l'ADEME, etc. Et elle montre les impacts économiques forts qu'aurait l'investissement dans ce secteur. Mais finalement, ce n'est pas une idée qui fédère suffisamment. L'idée qui doit être chapeau à tout ça, c'est qu'il faut valoriser aujourd'hui l'utilité, la santé et le bien-être si on veut avoir une économie qui est stable et prospère. On vit dans une situation de crise. Pour moi, on n'est plus trop dans une gestion de la performance économique, mais plus dans une gestion des crises. Et si on veut gérer au mieux les crises, il faut adresser concrètement nos sujets de vulnérabilité économique et la question des bâtiments en fait partie. Et c'est pour ça que c'est un sujet, je suis désolée, je pose ça ici dans ce grand salon à Porte de Versailles. C'est un sujet qui est profondément, éminemment politique. Et c'est de cette manière-là qu'il faut le voir si on veut espérer de grands changements. Après, vous appartient la décision du vote, c'est pas la question, mais c'est le fait de voir ce sujet comme un sujet politique et de vous fédérer. Et pas la politique au sens gouvernemental, la politique au sens du collectif. Merci à toutes et à tous. J'espère que ça vous aura inspiré un minimum et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.